Alors, sur la petite Béatrice, juste un tout petit mot d'accueil pour vous remercier d'être présent pour cette visioconférence en cadre des universités des maires sur le statut de l'élu. Je vous prie de bien vouloir excuser donc notre présidente Catherine Héritier qui était retenue par une autre visioconférence qui voilà, qui ne peut pas être présente. J'accueille donc les élus du 41 et aussi quelques élus du Cantal qui nous rejoignent sur cette visio. Et puis, je laisse peut-être la parole directement donc, à Geneviève Serre et puis à sa collègue, dont j'ai oublié le nom, je vous prie de m'excuser, Myriam Morin-Bargeton sur le statut de l'élu. Et puis, en fin de réunion, je vous referai juste un petit programme des prochaines visios et réunions de formation de l'association des maires. Mais on ne fera pas à la fin. Donc, je vous propose de commencer dès à présent. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Geneviève Serre-Cazot. Je suis une des chefs de service de l'Association des maires de France et avec mes collègues Myriam Morin-Bargeton, ici présente, et Judith Mwendo en télétravail, nous sommes les trois permanentes de l'Association des maires de France spécialisées dans ce domaine du statut de l'élu et de quelques autres sujets évidemment. Donc, nous sommes très heureuses de vous voir ce matin, vous intéresser à un sujet qui est important pour vous et qu'il faut connaître en début de mandat. En fait, le statut de l'élu, slide s'il te plaît. Le statut de l'élu, ou de façon un peu plus pompeuse, les conditions d'exercice des mandats locaux, c'est une revendication ancienne, c'est une revendication régulièrement renouvelée, sachant qu'il existe déjà quand même, et nous le résumons dans une brochure dont je vous parlerai dans 2 minutes, il existe quand même déjà 93 pages sur le sujet, donc le statut de l'élu existe déjà. Qu'il soit à améliorer, à perfectionner, qu'il s'adapte au mieux à vos situations personnelles, parce que c'est un droit personnel, le statut de l'élu. C'est vos rapports avec votre employeur si vous en avez, c'est vos rapports, c'est le versement des indemnités de fonction, c'est l'accès à une formation en tant qu'élu. C'est des choses que vous devez connaître en début, de façon à pouvoir ensuite, évidemment, vous consacrer à la gestion de vos communes ou de vos intercommunalités d'ailleurs. Donc, il faut le connaître au début. Donc, je vous remercie d'être là ce matin. Ce statut de l'élu, il a été vraiment créé en 1992 et au fur et à mesure, avec une série de lois assez importantes, jusqu'à une loi de décembre 2019, dite loi Lecornu, du nom du ministre qui l'a promu. Ils définissent effectivement vos droits et vos obligations. Sur ce sujet, l'AMF exerce, si j'ose dire, une vigilance constante. C'est-à-dire que nous suivons quotidiennement d'abord vos questions. Nous avons énormément de conseils sur ces sujets. C'est normal, nous sommes là pour ça. Et les associations départementales de maires en ont et aussi également. Et nous tentons très régulièrement de faire améliorer les conditions de ce statut de l'élu pour qu'elles répondent à vos problèmes, à vos difficultés et que vous puissiez vous consacrer de façon très, très sereine à votre mandat. Alors, pour ce faire, nous avons depuis des années, la première brochure a été écrite par Messois en 1995. Là, maintenant, elle fait donc 93 pages. Elle est à disposition de tous sur le site de l'Association des maires de France et je vous demande juste de retenir la référence. Vous tapez cette référence sur la page d'accueil du site. La référence est BW 7828 et vous irez consulter cette brochure sur le chapitre qui vous intéresse ou qui vous concerne plus particulièrement le jour J. Pourquoi? Parce que je ne vous conseille pas de l'imprimer, tout simplement parce qu'elle est très lourde, et surtout parce que, objectivement, elle est mise à jour, j'allais dire, une dizaine de fois par an. Là, vous voyez, on vous présente la mise à jour d'octobre, mais sachez que dans quelques jours, parce qu'on va ajouter
des réponses à questions ministérielles, des précisions, on va la mettre à jour, on va faire une version novembre et je suis prête à parier qu'il y aura une version décembre et il y aura de toute façon une version janvier. Vous voyez, donc c'est un travail que nous faisons constamment à partir de vos questions pour pouvoir adapter effectivement ces précisions à votre vie, à vos difficultés, quand de temps en temps il y en a. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien, je vous rassure. Alors, pour ce faire, nous avons choisi, parce qu'en 1h30, c'est toujours un peu court, mais ou peut-être 2 heures si vous avez beaucoup de questions. Je vous encourage à en poser d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas. À la fin de chaque chapitre, vous aurez la parole par le biais du chat et nous tenterons de répondre. Et les questions peut-être un peu plus précises, un peu plus compliquées, nous les traiterons par la suite. Rassurez-vous aussi. Donc, nous avons choisi 6 thèmes. Le premier thème, c'est mandat et activité professionnelle, qui évidemment s'applique à ceux des élus qui ont une activité professionnelle, qu'elle soit dans le privé, dans le public, en profession libérale, artisan, commerçant, agriculteur, mais elle s'applique plus précisément, objectivement, aux salariés et aux agents publics. Un deuxième chapitre sur la formation, un troisième sur les indemnités de fonction et leur fiscalité, ça il faut le connaître aussi tout de suite très bien. On va vous l'expliquer le plus clairement possible. La protection des élus, voilà, ça c'est un sujet important aussi. Et l'accompagnement financier de l'État sur ces mesures, parce qu'il existe et qu'il faut donc que vous le connaissiez également. Et enfin, nous terminerons par la retraite. Pourquoi ? Parce que après de très longues années de mandat, vous prendrez peut-être votre retraite d'élu, mais surtout qu'il y a des dispositions et des mesures à prendre, si j'ose dire, dès à présent, pour que vous ayez une retraite d'élu un peu correcte. Voilà. Sur ce, je passe donc la parole à Myriam Morin-Bargeton sur le chapitre mandat et activité professionnelle. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, sur ce premier chapitre, mandat et activité professionnelle, on va aborder la manière de concilier ces deux activités, donc faire l'élu et maintenir une activité professionnelle. En effet, la plupart des élus en activité professionnelle au moment de leur élection font le choix de conserver cet emploi, et ce pour différentes raisons plutôt évidentes, notamment liées au salaire, etc. Malheureusement, il n'est pas toujours évident de concilier ces deux activités. Aussi, la réglementation a prévu différents dispositifs, donc, à savoir les droits à autorisation d'absence, les droits à créditeur. Et il faut savoir que ces dispositifs ont nécessairement l'objet de garanties, comme on le verra, vis-à-vis de l'employeur. Alors, tout d'abord, s'agissant des autorisations d'absence, qui peut en bénéficier ? Eh bien, l'ensemble des élus communaux, à savoir le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, peuvent en bénéficier. Au même titre, les membres des organes délibérants des EPCI peuvent également bénéficier de ces autorisations d'absence. Alors, dans quel but sont accordées, ou peuvent être plutôt demandées, ces autorisations d'absence ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont un but bien particulier, puisque elles ne peuvent être demandées que pour assister à des réunions bien précises. En d'autres termes, il s'agit uniquement d'assister aux réunions des séances plénières du conseil municipal, des réunions des commissions qui ont été instituées par délibération du conseil municipal, et enfin des réunions des assemblées délibératives et des bureaux des instances où les élus représentent la commune. Il va s'agir des syndicats, des communautés, peuvent être aussi les réunions des SPL. Les élus intercommunaux bénéficient, donc sont soumis également aux mêmes règles. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment bénéficier de ces autorisations d'absence, ou plutôt quel formalisme respecter pour en bénéficier. Alors, il faut prévenir par écrit votre employeur. Les élus doivent informer l'employeur par écrit de la date et de la durée des absences envisagées dès qu'ils en ont connaissance. Il n'y a pas de préavis prescrit par la loi.
Simplement, voilà, anticiper dès qu'on a connaissance de la réunion, s'il y a un calendrier, un planning trimestriel des différentes réunions de la commune, de l'interco, il faut en informer l'employeur dès qu'on en a connaissance. L'employeur, quant à lui, a l'obligation de laisser l'élu se rendre à la réunion, mais il a également l'obligation de laisser à l'élu le temps nécessaire pour s'y rendre. Ce qui peut être quand même, quelquefois, il y a des trajets importants sur certains départements entre le lieu du travail et le lieu où va se tenir la réunion du conseil municipal, par exemple. Donc, voilà, à la fois laisser le temps de s'y rendre et le temps d'assister à la réunion. Alors, la question qui se pose assez régulièrement, enfin, tout le temps, c'est est-on rémunéré par son employeur? Ça dépend. En effet, l'employeur n'est pas tenu de payer ses temps d'absence. Donc, en fonction des situations, ça pourra être le cas ou non. Néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces temps d'absence sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination des congés payés et de l'ancienneté. Donc, tout n'est pas perdu, mais il faut faut avoir en tête qu'il n'y a pas d'obligation de l'employeur de payer ces temps d'absence. À ce dispositif s'ajoutent les crédits d'heures. Alors, à nouveau, les maires, les adjoints, les conseils municipaux peuvent en bénéficier et au même titre, les membres des organes délibérants des EPCI aussi. Maintenant, quel est le but de ces crédits d'heures? Ces crédits d'heures, on m'entend depuis le début? D'accord, parce que je suis en mute. Bizarre. Bon. Alors, ces crédits d'heures ont un but différent de celui des autorisations d'absence puisque ils vont permettre aux élus d'avoir le temps nécessaire à l'administration de la commune et à la préparation des réunions des instances auxquelles ils participent. Donc, gardez en tête, autorisation d'absence pour assister à des réunions bien précises et crédit d'heures pour administrer, pour la bonne gestion de la commune. À nouveau, comment en bénéficier? Alors cette fois-ci, le formalisme est beaucoup plus strict dans la mesure où l'élu doit non seulement informer son employeur par écrit, mais il doit le faire 3 jours au moins avant l'absence. La demande auprès de l'employeur doit indiquer le jour de l'absence envisagée, la durée de l'absence envisagée, et ainsi que la durée des crédits d'heures qu'il va rester à l'élu à utiliser pour le trimestre en cours. D'ailleurs, je fais une petite précision puisque je n'en ai pas parlé avant. Qu'est-ce que le crédit d'heure? Comment ça se traduit concrètement? C'est une enveloppe trimestrielle forfaitaire d'heures qui vont être accordées à chaque élu en fonction et de la durée de leur catégorie de mandat et de la strate de population, comme vous pouvez le voir sur le tableau donc, des montants trimestriels des crédits d'heures. Ainsi, un maire d'une commune de moins de 3 500 habitants aura un crédit d'heure trimestriel de 122h30. Un adjoint aura 70 heures. Et voilà, comme vous voyez, ça change en fonction de la strate de population. Ces crédits d'heure ne sont pas reportables d'un trimestre sur l'autre. Et voilà, donc une fois que l'employeur a l'information, a reçu votre demande écrite, je le précise bien, et 3 jours minimum avant, donc selon le formalisme prescrit, il a l'obligation de vous accorder ce crédit d'heure. Est-ce que vous êtes rémunéré? Non. Cette fois-ci, c'est clair et net, l'employeur ne paie pas ses temps d'absence. Mais à nouveau, comme on l'a dit, pour les autorisations d'absence, c'est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination des congés payés et de l'ancienneté. Alors, la question de l'utilisation de ces temps d'absence s'accompagne souvent de qu'est-ce que je fais s'il y a des contestations avec mon employeur. En effet, il n'est pas rare que l'employeur ne soit pas forcément très content de voir son salarié élu s'absenter de son travail et il peut y avoir donc, des conflits qui naissent. Ce qu'il faut nous savoir et noter, c'est que les élus salariés sont protégés à différents titres. Tout d'abord, il va y avoir un principe de non-discrimination, principe en fait qui a été qui est intervenu grâce à la loi donc le Cornu dont Geneviève avait parlé tout à l'heure, donc la loi du 27 décembre 2019.
Donc, qui va protéger les élus au titre des discriminations les salariés élus qui pourraient faire l'objet de discrimination par leur employeur. Il y a d'autres dispositifs de protection, à savoir qu'il est interdit de sanctionner disciplinairement, il est interdit de déclasser professionnellement, et enfin, il est interdit aux employeurs de licencier leurs élus à raison du mandat, à raison des absences intervenues au titre du mandat. Ces interdictions sont à peine de nullité et peuvent, le cas échéant, donner lieu à versement de dommages et intérêts au profit des élus avec réintégration ou reclassement dans l'emploi de droit. Avant de terminer sur cette compatibilité du mandat avec l'exercice, je voudrais attirer votre attention sur 3 points. Enfin, s'il y a 3 conseils qu'on pourrait vous donner, c'est tout d'abord de bien connaître ses droits pour les salariés élus. Connaissez vos droits parce que ça va vous permettre de les utiliser à bon escient. Maîtrisez le formalisme. C'est vrai qu'on va vite, mais il faut savoir qu'il existe. Et si vous le maîtrisez bien, on pourra pas, ça créera moins de conflits avec votre employeur. Dernier petit conseil, informez votre employeur. Ayez en tête que depuis justement la loi Le Cornu, il y a un dispositif qui s'appelle entretien individuel de début de mandat. On est encore dans le début de mandat, donc vous pouvez utiliser ce dispositif. C'est un entretien individuel à la demande de l'élu, donc entretien avec son employeur, et qui va permettre un petit peu d'aborder, de faire le point, de mettre en adéquation l'emploi avec l'utilisation, avec le mandat, en fait, avec les obligations liées au mandat, les droits liés au mandat. Et ça va vous permettre d'informer, peut-être de rassurer, d'expliquer un petit peu ce qui va se passer pendant tout le temps du mandat, l'impact que celui-ci peut avoir sur l'emploi, et puis d'apaiser dès le début la situation. Alors, effectivement, quelquefois, il peut y avoir des contestations qui ne vont pas s'apaiser pour autant, et qui vont, la conciliation finalement, elle va être vraiment difficile entre l'exercice du mandat et la poursuite de l'activité professionnelle. Certains élus vont donc faire le choix de cesser l'activité professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ce choix, il va forcément être guidé par aussi des considérations on va dire, financière, puisqu'il faut quand même un certain montant d'indemnité pour permettre de poursuivre, d'avoir une qualité de vie sans exercice, sans activité professionnelle. Enfin, voilà, il y a différentes conditions qui vont permettre cette cessation d'activité professionnelle. Toutefois, cette suspension d'activité, elle va être reconnue uniquement au profit du maire, des adjoints au maire, des présidents et des vice-présidents des communautés et des métropoles. Elles sont également soumises à condition, puisque s'agissant des élus salariés, cette suspension du contrat de travail ne pourra être réalisée que si l'élu salarié justifie d'un an d'ancienneté dans son poste. Pendant tout le temps de la suspension, ces indemnités, quel que soit leur montant, seront assujetties de droit aux cotisations sociales du régime général de sécurité sociale. Et enfin, au terme du mandat, l'élu salarié aura droit à une réintégration dans l'emploi précédent. S'agissant des élus fonctionnaires, la cessation d'activité professionnelle va prendre la forme soit d'un détachement de plein droit, sauf pour la fonction publique hospitalière, ou la mise en disponibilité de plein droit. Alors voilà, on a fait le tour s'agissant de la conciliation de l'activité professionnelle avec l'exercice du mandat. Est-ce que vous avez des questions? Ou Geneviève, est-ce qu'il y a des choses à rajouter peut-être? Je me débat. Alors, avec mon masque. Je vois des questions. Les crédits d'heures sont-ils cumulatifs si mandat, vice-président, EPCI et maire? Oui, tout à fait. Les crédits d'heures sont cumulatifs, sachant que la règle, c'est qu'il ne faut pas dépasser un plafond qui est égal à la moitié de la durée légale du travail annuel. C'est fini? Bon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Juste une précision. La brochure dont je vous parlais au début et dont je continuerai à vous parler régulièrement, la brochure statut de l'élu, donc qui est sur le site, en fait, elle est là aussi pour les employeurs des élus
qui en ont un. C'est-à-dire que de temps en temps, nous avons effectivement des sociétés qui nous demandent quels sont les droits des élus parce qu'ils ont parmi leur personnel de nouveaux élus et ils veulent essayer de faire ça bien. Ça, c'est plutôt extrêmement positif. Les droits et les conditions et le formalisme sont donc précisés dans cette brochure et vous pouvez vous en servir. Si elle est mise en accès libre sur le site depuis des années, c'est parce qu'elle peut servir à la fois aux élus, bien sûr, c'est pour eux que nous travaillons, nous à l'AMF, bien sûr, mais elle peut servir aussi effectivement à vos employeurs pour savoir quels sont les droits auxquels vous pouvez prétendre, quels sont les droits que vous avez, parce que ces droits à autorisation d'absence ou à crédit d'heure sont des droits absolus. Hein. Il ne faut effectivement pas du tout les ignorer. Il faut les mettre en pratique, il faut juste les expliquer et il faut effectivement indiquer que même si des employeurs souhaitent appeler l'Association des maires de France ou une association départementale pour s'assurer que c'est vraiment bien ça, si jamais ils ne vous faisaient pas tout à fait confiance, allez, eh bien nous sommes aussi là pour ça, ça nous arrive assez régulièrement. Je vais maintenant donc passer, vous pourrez reposer des questions sur ce premier chapitre après si ça vous vient au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Là, on va appeler ça une sensibilisation au statut de l'élu ce matin. Donc, deuxième point important, la formation des élus. Alors, cette formation, elle se fait en fait par deux biais. Le premier, c'est ce qu'on appelle le droit à la formation, qui est un droit individuel donné à chaque élu municipal, qu'il soit maire, adjoint, conseiller, et chaque élu intercommunal aussi d'ailleurs, et qui est payé par la collectivité, c'est-à-dire soit par la commune, soit par la communauté, la métropole. Ce droit à la formation, il est payé donc, chaque élu a le droit de bénéficier d'une formation. C'est un droit personnel, donc l'élu décide lui-même de ce qu'il va choisir comme formation, même si après on peut lui donner des conseils extrêmement précis, j'y viendrai. C'est un droit, là aussi, si vous avez un employeur, qu'il soit public ou privé, c'est un droit à absence supplémentaire, c'est-à-dire que pour vous former, sur toute la durée de votre mandat, vous avez droit à 18 jours. Ça peut être 3 fois 6, ça peut être, enfin, bon, vous vous débrouillez avec ces 18 jours, vous ne pouvez juste pas dépasser ce quota, mais c'est donc une série d'absences supplémentaires que vous avez le droit d'exiger de votre employeur. Bon, là, il y a le informalisme qui est encore un peu plus compliqué, que je vous épargne ce matin, mais que vous regarderez là aussi dans la brochure. La formation, on a voulu aussi, enfin le législateur a voulu en 2015, cette fois-ci, a voulu rédiger une très belle disposition qui consistait à dire que la première année de mandat, il devait y avoir une formation obligatoire pour les élus ayant reçu une délégation. Bon, ça, ce sont des termes. Les élus ayant reçu une délégation, c'est très simple en termes communaux, ce sont les adjoints et les conseillers municipaux délégués. Et très bizarrement, cette formation obligatoire au cours de la première année de mandat, malgré une des questions répétées de l'Association des maires de France aux législateurs, n'était pas ouverte aux maires, puisque le maire, il ne reçoit pas délégation au sens strict. Il est une autorité pleine et entière, et c'est lui qui donne délégation aux adjoints et aux conseillers. Donc ça nous a toujours paru bizarre, cette formation obligatoire au cours de la première année de mandat, pour des gens qui ne sont pas les maires, pour des élus municipaux, mais non maires. Bon, passons sur ce détail. Il n'empêche qu'effectivement, au cours de la première année de mandat, je m'adresse aux jeunes élus, vous savez très bien que tout d'un coup, vous héritez d'un panel de sujets absolument insensés à gérer, et en cela, vous avez de toute façon droit à toute notre admiration. Donc, la formation, ou j'allais dire l'information, est absolument fondamentale. Et l'information des maires, l'information des élus municipaux, de façon plus générale, elle est merveilleusement bien assurée
par les associations départementales de maires qui font ça depuis des années, qui se consacrent à ce sujet. Certaines associations départementales de maires faisant en sus de la formation. La formation, c'est j'allais dire, un régime un peu plus strict, qui est que c'est une formation payante. La différence entre ce que vont faire, par exemple, l'AD du Loir-et-Cher, c'est que l'information va être gratuite, la formation sera payante. Je vous rassure, elle ne sera pas à des tarifs effroyables. Les associations départementales, pour ça, ont toujours été extraordinairement raisonnables. Mais vous avez donc information, formation. Formation, c'est donc payant. Et surtout, ça se fait auprès d'organismes qui ont reçu un agrément du ministre en charge des collectivités locales. Donc, ça n'est pas n'importe quel organisme qui fait de la formation d'élus, heureusement d'ailleurs, parce que ce qu'on souhaite, c'est que vous ayez une formation qui soit vraiment adaptée à vos besoins, adaptée à l'exercice du mandat. Je vais dire un mot sur le budget formation que vous avez bien sûr dans vos conseils municipaux tous voté, je l'espère, parce que c'est une obligation. Ce budget formation, il est entre 2 et 20% du montant des indemnités de fonction qui sont susceptibles d'être versées aux élus. Et c'est à partir de ce budget formation que, effectivement, les élus peuvent exercer ce droit. Ce budget formation, par moment, dans des petites communes avec un montant d'indemnité qui n'est pas énorme, il sera effectivement un budget, surtout si vous avez le malheur de choisir le montant de 2% du montant des indemnités de fonction, ça ne fera pas énormément comme montant de budget formation, mais il faut absolument que vous ayez une discussion au sein du conseil municipal. Moi, j'appelle ça un plan de formation. Vous savez très bien que dans une entreprise, par exemple, tout le monde ne peut pas forcément partir en formation la même année, pour des raisons tout simplement budgétaires. Eh bien, dans un conseil municipal, c'est exactement la même chose. Vous devez avoir une discussion pour savoir quels sont ceux qui peuvent, l'année qui vient, 2021, par exemple, quand vous voterez le budget formation 2021, qui va partir en formation, qui va pouvoir prétendre à cette formation. Si vous arrivez à faire en sorte que tous les élus du conseil puissent être formés, ce sera merveilleux, mais ça n'est pas forcément le cas, donc il faut choisir. Donc c'est vraiment le plan de formation au sein du conseil municipal. C'est important parce que ce droit est un droit de chacun des élus. Donc, au bout du compte, à la fin du mandat, il ne peut pas y avoir de distinction entre une formation un peu plus forte pour les élus de la majorité et une formation un peu moins forte pour les élus de la minorité. Ça, c'est totalement inacceptable et ce serait illégal. Donc, un plan formation qui est déterminé chaque année à l'issue d'une discussion sereine sur ce sujet et l'utilisation de ces fonds est extrêmement importante. Alors, sur la formation, je vais m'arrêter parce que, en ce moment, très précisément en ce moment, nous sommes en train de travailler sur un projet d'ordonnance, puisque le gouvernement souhaitait, à l'issue de la loi du 27 décembre 2019, refondre un peu le droit à la formation des élus, pas forcément du tout pour le réduire, je tiens à préciser quand même, mais pour de temps en temps aussi assainir un peu le milieu, puisque vous avez des organismes de formation privés qui ont fait un peu d'excès. Donc, il y avait besoin de revoir un peu ce sujet. Et ce sujet ferait l'objet d'une ordonnance qui n'a pas pu être prise dans les délais impartis initialement à cause de la crise du Covid et qui sera prise fin janvier 2021. Donc, nous sommes en train de travailler, association départementale, AMF, là-dessus. Et donc, on pourra, la brochure se fera évidemment l'écho de ces nouvelles dispositions le plus rapidement possible. Slide suivant, merci, s'il te plaît. Ça, c'était… Oui. Pardon, est-ce que sur la formation, tu me permets de rajouter un petit… Ah non, tu n'as peut-être pas terminé. Non, bien sûr. C'est-à-dire que là, j'ai le diff, là. Et tu rajoutes après. Bon, après. OK. Donc là, là, il y a la première formation de tous les élus du conseil grâce au budget de la commune ou de la communauté ou de la métropole. Hein. Ce sont les mêmes textes. Enfin, les mêmes textes. Deuxième type d'accès à la formation, ce qu'on appelle le droit individuel à la formation des élus, qui s'appelle le DIFE. Le DIF.
Le DIF comme les salariés, si j'ose dire, quasiment le même régime. Alors, ce DIF, lui, il est tout simplement financé par tous les élus qui perçoivent une indemnité de fonction, une cotisation, si j'ose dire, obligatoire, qui est de 1% du montant de vos indemnités de fonction et qui est versé dans un fonds, ça finit par faire à peu près 17 millions d'euros, qui est versé dans un fonds, et ce fonds va servir à octroyer donc un droit individuel à la formation de tous les élus. C'est-à-dire que ceux qui ont une indemnité de fonction cotisent, les élus, qu'ils aient une indemnité de fonction ou pas, peuvent en bénéficier. Les grands principes de ce DIF, c'est vous avez droit dès le début du mandat, ça c'est une nouveauté et c'est bien, dès maintenant, dès que vous avez été élu, là, enfin est mis en place, parce qu'entre l'élection et la mise en place, il y a eu un petit délai, mais dès que vous avez été mis en place, si j'ose dire, vous avez eu droit à 20 heures par an. Et vous pouvez vous adresser donc à des organismes, là aussi agréés, mais qui ne peuvent pas dépasser en taux horaire maximum 100 €, voilà, pour une formation. Ces 20 heures, ils sont cumulables sur toute la durée du mandat, pour le coup. Donc, vous les utilisez à votre guise. Et intérêt du DIF, il est à la fois, il permet de s'inscrire à une formation évidemment en lien avec l'exercice du mandat, c'est ce qu'on vous souhaite, mais pour ceux des élus dont Myriam Morin-Bargeton vient de parler, c'est-à-dire ceux qui ont cessé leur activité professionnelle pour l'exercice du mandat, ils peuvent, à la fin du mandat, demander à bénéficier d'une formation en reconversion professionnelle. Donc ça, c'est très important. J'attire juste votre attention sur un petit détail qui a été porté à notre connaissance récemment. La reconversion professionnelle, elle est là pour les élus qui ont cessé leur activité professionnelle pour l'exercice du mandat. Il se trouve que de temps en temps, d'après ce qu'on sait, certains élus déjà retraités, si j'ose dire, utilisaient ce DIF pour une reconversion qu'on ne va pas qualifier de professionnelle, mais qu'on va qualifier de reconversion d'activité. Et je cite un exemple, parce que je l'ai trouvé assez intéressant. C'était un élu retraité qui a utilisé le DIF pour se reconvertir après son mandat en animateur de groupe de randonnée. Ça n'est pas tout à fait raisonnable. Le DIF fait un montant maximal de 17 millions d'euros. Il est là pour la formation des élus pendant leur mandat, formation en lien avec l'exercice du mandat, bien sûr, et il est là pour une reconversion professionnelle, mais réservée à ceux qui ont cessé leur activité professionnelle pour ce mandat. Soyons raisonnables. Voilà. Maintenant, Caroline, je te laisse compléter, si tu veux. Oui, je voulais juste apporter un complément d'information pour que les élus comprennent bien. Parfois, on a, tu l'as dit, Geneviève, des élus qui ne comprennent pas trop la différence entre de l'information et de la formation. Alors, certes, il y a la question payante. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un petit peu différent, c'est que de l'information en général, alors je parle de l'Association des maires de Loir-et-Cher, ce sont parfois des réunions d'actualité, ça peut être des réunions institutionnelles avec la DGFiP, avec le procureur de la République, ça peut être avec un partenaire qui veut nous alerter sur une problématique particulière, sur les réseaux, l'enfouissement des réseaux. Ça, c'est de l'information. Ça peut être aussi des réunions de sensibilisation comme on a là dans le cadre des universités des maires. Parfois, c'est sur le même sujet, on peut avoir une réunion de formation. Il faut, outre le fait que ce soit payant, les réunions de formation, c'est très différent. On est sur des formats d'une journée ou d'une demi-journée. Ce sont des choses qui nous sont imposées par le ministère de l'Intérieur puisqu'on est organisme agréé. Donc, c'est un format beaucoup plus long. C'est des petits groupes puisque l'idée est vraiment d'avoir plus d'échanges. C'est plus pragmatique, plus poussé, avec des éléments plus opérationnels. Donc, voilà, c'est pas la même chose et c'est important, c'est pas juste la question de savoir si c'est payant ou gratuit, on n'est pas du tout, on est vraiment sur quelque chose de plus poussé, c'est de la formation, vous repartez normalement avec véritablement des clés en main, des automatismes, des choses qui sont un peu plus vues. Notamment, par exemple, là sur le statut de l'élu, l'invitation part aujourd'hui, on vous en proposera une le 11 décembre.
soit pour ceux qui vont considérer qu'ils n'ont pas assez bien compris les choses et qu'ils ont besoin d'approfondir ce qu'ils ont vu aujourd'hui, soit pour d'autres qui n'ont pas suivi cette session de sensibilisation et qui directement veulent se former de façon plus conséquente sur le statut de l'Église. Et puis, deuxième chose que je voulais juste repréciser, on est d'accord ensuite, donc on est organisme agréé à l'Association des maires de Loir-et-Cher, donc on peut vous proposer des formations, et quand on vous propose des formations payantes, elles peuvent bien donc rentrer soit sur le budget formation qui est payé par la collectivité, soit sur votre DIF, et quand vous le passez sur votre DIF, c'est nous qui vous faisons le montage de dossier. Voilà. Et il y a juste une petite précision, c'est quand vous passez avec du DIF, il y a minimum, je dis bien minimum, il faut que le dossier soit déposé 2 mois avant la date. Ce qui fait que parfois, si on monte une action de formation un peu tardivement, comme on l'a fait là sur celle juste qui arrive dans les toutes prochaines semaines, parce qu'avec le confinement, on ne savait pas, on faisait pas, on ne peut pas vous ouvrir le DIF. Non pas qu'on n'ait pas la possibilité juridique de le faire ou que notre formation ne soit pas assez bien, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on a des délais réglementaires et que c'est extrêmement complexe. Donc, toutes les formations de l'année prochaine seront ouvertes au DIF, mais c'était juste pour vous expliquer. Parfois, on a des élus un petit peu perdus et c'est vrai, c'est assez complexe quand même quand on est extérieur à ça. Voilà, le microcosme de la formation et de l'information des élus. Voilà juste les petites précisions que je vous ai données pour le 41. Voilà, donc après, vous aurez toutes les possibilités, donc, en vous rapprochant de votre association départementale, je parle pour les Cantalous et ceux du Loir-et-Cher, mais d'avoir des précisions sur comment bénéficier, parce que vraiment, compte tenu de ce qu'on vous demande comme connaissance sur à peu près tous les sujets, sauf peut-être la défense nationale, parce que c'est fou ce qu'un maire peut faire. Enfin, du coup, effectivement, n'hésitez pas à utiliser tous ces instruments d'information et de formation. Ça vous aidera à vivre un mandat. Alors, ça vous demande du temps, on est d'accord, on sait que c'est ce dont vous manquerez peut-être le plus, mais ça vous donnera quand même une facilité pour la gestion de vos communes voilà, plus importante. Et juste pour abonder ce que tu dis, Geneviève, on s'est aperçu, puisque nous, on a l'agrément depuis quelques années, depuis 3 ans, on avait des élus au départ qui ne venaient pas forcément parce que ce n'étaient pas des élus récents, qui pensaient savoir, et voilà. Tout ce qui est juridique, la réglementation, évolue quand même régulièrement, et on s'aperçoit finalement les élus, dès lors qu'ils viennent une première fois, ils s'inscrivent pratiquement systématiquement à 3-4 formations dans l'année. Donc, on voit vraiment que une fois que vous commencez à venir en réunion de formation, vous vous apercevez finalement de la densité et de la technicité de chaque sujet, des éléments que vous devez connaître en appui de votre secrétaire de mairie. Hein, le but, n'est pas de la remplacer, mais que vous avez aussi besoin de cette technicité pour être en alerte sur beaucoup de points. Et c'est vrai que les élus qui commencent à venir, finalement, s'aperçoivent de la nécessité de se former régulièrement. Et ce n'est pas parce que vous êtes élu depuis 2 mandats que sur les pouvoirs de police, vous êtes au clair sur tout, par exemple. Voilà. Est-ce que tout ça évolue parce que nous avons des textes qui sortent régulièrement et que nous tentons de les résumer dans un langage clair, mais que ça n'est pas toujours évident. Et c'est vrai que c'est plus facile d'accéder à ces informations, pour le coup, à ces actualités qui sont régulières. C'est plus facile d'aborder ça dans un groupe qui soit d'information ou de formation et de les aborder ensemble, d'ailleurs, entre élus, pour pouvoir évoquer les conséquences que tous ces textes vont avoir sur votre travail. Donc nous vous y encourageons vivement à faire de l'information et de la formation. Voilà. Ça vous permet aussi de poser vos questions précises. Oui, bien sûr. Les formateurs n'ont aucun souci à y répondre. Ils sont là aussi pour ça. Donc, c'est vraiment un échange très pragmatique et personnalisé. D'où le fait et d'où l'intérêt d'avoir des petits groupes. Oui, c'est vrai. Alors, nous allons passer maintenant au nerf de la guerre, c'est-à-dire à des problèmes d'argent, des problèmes ou pas des problèmes d'ailleurs, la partie effectivement financière, on va dire, du statut de l'élu. On va d'abord évoquer les indemnités de fonction. Pour ceux qui en perçoivent, je ne vois pas les mandats de chacun, mais enfin, je vois beaucoup d'adjoints, etc., qui
perçoivent des indemnités de fonction, bien sûr. Et puis, on va aborder la fiscalité des indemnités. Ça, il faut que vous soyez au point. Ça n'est pas compliqué. On vous donne les moyens de comprendre le système et ensuite, vous vérifierez que tout ceci est bien appliqué. Alors, le régime indemnitaire. Régime indemnitaire, donc, vous percevez, en tout cas, maire adjoint, conseillers municipaux délégués, et de temps en temps, ou dans les villes de plus de 100 000 habitants, les conseillers simples, si j'ose dire, les conseillers municipaux sans délégation perçoivent aussi une indemnité de fonction. C'est plus rare dans les petites communes, beaucoup plus rare. Donc, vous percevez une indemnité de fonction. Mais qu'est-ce que c'est que cette indemnité de fonction? Eh bien, en fait, on ne sait pas très bien. Et on fait en sorte de continuer à ne pas savoir très bien. Parce que la loi, et ça, nul ne veut la changer pour l'instant, indique que les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. C'est le principe. C'est un beau principe, mais on n'est plus quand même au temps des notables du 19e ou des aristocrates, contre lesquels je n'ai rien, mais qui pouvaient assumer ces mandats sans du tout avoir d'indemnisation. Et heureusement, on est arrivé à un système donc d'indemnisation, mais sans définition juridique de ce que c'est. L'indemnité de fonction, c'est un non-être juridique. On vous disait à un moment donné, en 92, ça n'est ni un traitement, ni un salaire, ni un revenu. Ça n'est plus du tout aussi simple que ça, mais on ne sait toujours pas définir ce que c'est. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, si on cherche à la définir comme un salaire, en fait, les élus deviennent des salariés. Et en fait, le maire n'a pas à être le salarié de sa commune. Il y a des principes, si j'ose dire, vous voyez, de droit vraiment importants. Le maire est une autorité, ça n'est pas le salarié de sa commune. Du coup, l'indemnité de fonction, ben, ça n'est pas un salaire. Vous allez voir que ça y ressemble quand même bigrement. Mais du coup, il y a un traitement, si vous voulez, le fait de ne pas savoir ce que c'est que cette indemnité de fonction que vous recevez, j'espère pour vous, une fois par mois quand même, eh bien, ça nous oblige aussi à batailler là aussi pour être sûr que c'est compatible avec une allocation adulte handicapé, avec des prestations sociales, etc. Parce que est-ce que cette indemnité de fonction rentre en jeu ou ne rentre pas en jeu? Ça n'est jamais très très clair. Et au fur et à mesure, nous bataillons, il n'y a pas d'autre terme, pour obtenir des certitudes et des décisions de l'administration pour que votre vie soit plus simple et que vous puissiez quand même effectivement obtenir des prestations, même en percevant une indemnité de fonction. Alors, l'indemnité de fonction, vous l'avez vu sur vos bulletins d'indemnité, j'espère qu'il s'appelle bien bulletin d'indemnité et pas bulletin de paye, elle est soumise à CSG et CRDS, j'allais dire comme tout le monde, enfin comme tous nos salaires. Elle est soumise, dans certains cas, à cotisation sociale. Ça, c'est relativement simple. Dites-vous qu'en 2020, si votre indemnité ou vos indemnités cumulées, c'est-à-dire communales, intercommunales, syndicales, etc., plus le SDIS, plus je ne sais pas quoi, si ces montants d'indemnité dépassent en ce moment, en 2020, 1 714 € par mois, vous devrez payer des cotisations sociales. Si elles sont en dessous, vous n'en payez pas. Donc, dans certains cas, au-dessus de 1 714 €, il y a des cotisations sociales sur l'indemnité de fonction. Il y a une cotisation de retraite obligatoire. C'est une cotisation IRCANTEC. L'IRCANTEC, c'est le régime de retraite en fait, des agents non titulaires des collectivités locales. Et en fait, c'est tout simplement, ou non, des agents non titulaires. Et en fait, on s'est dit, ben voilà, pour créer en 73, ça date de 73, un premier régime de retraite pour les élus, on s'est dit, à quel régime va-t-on les greffer? Vous êtes des agents non titulaires, voilà. Donc, vous avez une cotisation obligatoire à l'IRCANTEC, cotisation, enfin, régime qui est tout à fait correct, mais avec une petite indemnité et souvent sur des petites, une petite cotisation, souvent sur de petites indemnités, ça ne fait pas au bout du compte une chose d'extraordinaire. Donc, vous pourrez choisir, on verra ça à la fin, je vous y encourage d'ailleurs, à choisir de cotiser, mais ça, c'est votre décision, il n'y a rien d'obligatoire,
choisir de cotiser à une retraite complémentaire. Je précise que tous ces instruments de retraite n'ont rien à voir avec le fait que, par exemple, vous soyez déjà retraité à titre professionnel. Hein. Ces cotisations de retraite obligatoires et cette cotisation de retraite complémentaire, elles s'appliquent aussi aux élus qui sont déjà retraités de leur activité professionnelle, bien sûr. Cette indemnité de fonction, elle peut être saisie. Je ne vous souhaite pas des saisies, voilà, mais elle peut l'être en partie. Et puis, elle est imposable comme un salaire. Au titre des traitements et salaires, elle est dans les mêmes lignes, mais avec des abattements fiscaux spécifiques que vous allez retenir, parce que chaque élu en a un, et vous allez le retenir et vérifier qu'il vous est bien appliqué, parce que nous nous sommes battus pour que vous ayez des abattements fiscaux spécifiques. Voilà. Alors, autre chose sur l'indemnité. Un combat de l'AMF depuis des années. Des années. Nous ne voulions plus ces discussions que je qualifierais, c'est un peu méchant, de marchands de tapis du début des conseils municipaux pour savoir si le maire pouvait prendre le maximum, pas le maximum, si on pouvait le baisser, etc. etc. Les maires des communes de France, quelle que soit leur population, ont des responsabilités extrêmement étendues et il n'était finalement pas du tout juste, pour l'AMF en particulier, mais pour vous surtout, c'est pour vous qu'on travaille et qu'on négocie, il n'était absolument pas juste que certains soient payés tant et d'autres soient payés beaucoup moins en guise d'indemnité de fonction, au motif que vous aviez un conseil municipal plus ou moins sympathique. Bon, donc, en fait, le principe qui est maintenant dans la loi, et qui est clairement dans la loi, c'est que le maire dit au début d'un mandat, je prends l'indemnité qui est fixée par la loi. Voilà, sans débat. Le conseil municipal n'a à ce moment-là rien à dire. C'est votre droit le plus strict. Vous avez droit au montant fixé par la loi. Et vous avez des tableaux indemnitaires qui vous donnent exactement ce à quoi vous avez droit en fonction tout simplement de la population de vos communes. Alors, à la demande des maires eux-mêmes, parce que quand on a réussi à faire voter ce premier principe, en fait, par qui on s'est carrément fait engueuler, je vais vous le dire clairement. Enfin, nous, à l'AMF, on s'est fait engueuler par des maires qui ont dit « mais c'est inadmissible, on ne veut pas autant, le budget ne peut pas ». Donc, c'est toujours la même, si j'ose dire, la même crainte et la même pudeur par rapport au budget. Alors, c'est effectivement très beau comme attitude, mais bon, donc, on a donc, un peu à notre corps défendant, fait voter le fait que le maire pouvait renoncer lui-même à ce droit, mais c'est lui qui renonce. Et à ce moment-là, il peut demander à percevoir un montant d'indemnité qui n'est pas celui fixé par la loi, mais qui est un montant d'indemnité moindre, et c'est à ce moment-là, c'est le conseil qui décide. Bien, mais quand même, cette bataille de dizaines d'années pour que le maire ait droit au montant de l'indemnité légale, si j'ose dire, fixée par la loi, surtout, profitez-en. J'espère que vous en avez tous profité. Les adjoints et les conseillers municipaux délégués, alors là, pour eux, il n'y a pas… La loi, elle prévoit des maximums. Elle ne prévoit pas un montant d'indemnité fixe, si j'ose dire, elle prévoit des maximums. Et vous avez déjà pris vos délibérations indemnitaires, j'espère tout à fait correctement. Vous savez bien que pour décider de l'indemnité de fonction qui sera versée à vos adjoints, je parle au maire, là, à vos adjoints et aux conseillers municipaux délégués, il faut donc calculer l'enveloppe indemnitaire globale, qui est tout simplement l'addition du montant de l'indemnité du maire fixée par la loi, donc l'indemnité, voilà, et les indemnités plafond des adjoints en exercice. Adjoints en exercice, c'est-à-dire qu'une commune qui avait droit à, je dis n'importe quoi, enfin je dis 6 adjoints, théoriquement avait droit à 6 adjoints compte tenu de l'effectif de son conseil municipal, mais qui a choisi de n'en avoir que 4, l'enveloppe indemnitaire, elle va être calculée avec l'indemnité maximale du maire et l'indemnité maximale de 4 adjoints, et pas 6. Et donc, dans cette enveloppe indemnitaire, si le maire prend l'indemnité légale, on le sort. Du coup, adjoints et conseillers municipaux délégués
vont se retrouver à se partager la somme des indemnités maximales des adjoints en exercice. Ce qui, ipso facto, fait que les adjoints ne percevront jamais le maximum des indemnités qui sont prévues par les textes. Donc, on se répartit au sein de cette enveloppe indemnitaire globale et il est hors de question de la dépasser. Et je rappelle un point important parce que de temps en temps, nous avons encore maintenant des communes dont les délibérations indemnitaires sont en fait retoquées par le préfet, on va dire ça comme ça, très simplement, et ça n'est pas grave, qui avait calculé, d'ailleurs l'une récemment m'a dit, mais j'ai fait ça sur les conseils du trésorier, bon, qui avait calculé une enveloppe indemnitaire sur les indemnités maximales des adjoints théoriques. Bon, et ça c'est mauvais. Illégal, donc ils vont reprendre une délibération indemnitaire, ça n'est pas très grave, mais du coup, il y a effectivement un montant d'indemnité qui sera moindre. Maires et adjoints et conseillers municipaux délégués, quoi qu'il en soit, ne peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction que s'ils ont une délégation du maire sous forme d'arrêté. Là, c'est très important. C'est un arrêté, donc c'est un écrit, c'est un arrêté du maire qui donne délégation à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué. Et c'est cet arrêté et la délibération indemnitaire qui permettent de verser une indemnité à un adjoint ou un conseiller délégué. Le jour où ça peut arriver dans le couple maire et adjoint, un peu comme dans des couples. Je vous souhaite que tout se passe au mieux. Le jour où ça pourrait ne plus très bien se passer entre vous et où vous n'êtes plus tout à fait d'accord sur la politique à mener, sur les enjeux, sur les chantiers à décider, sur les projets de la commune. Bref, le couple se fracture un peu, ce couple maire-adjoint. Eh bien, le maire peut évidemment revenir sur cet arrêté de délégation, l'annuler, retirer donc la délégation à l'adjoint, et à ce moment-là, l'adjoint ne percevra plus de ce jour-là d'indemnité de fonction. Hein, sachez que la délégation se donne et se conserve dès l'instant où il y a un rapport de confiance entre le maire et ceux à qui il donne délégation. Le jour où ce rapport de confiance, pour des raisons très très variées, n'existe plus, le maire peut revenir sur effectivement ce qu'il a donné comme délégation. Ça n'est pas toujours très agréable, mais c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Et je rappelle aussi, principalement pour les adjoints au maire, que quand un maire donne délégation, il a d'abord toujours le droit d'intervenir dans le domaine qu'il a délégué à un adjoint. C'est son droit le plus strict. Évidemment, s'il intervient dans ce domaine, il vaut mieux que ce soit en bonne intelligence avec l'adjoint, c'est sûr. Il ne s'agit pas de se faire des crasses, ce n'est pas du tout le sujet. Mais, et puis, donc, pardon, du coup, j'en ai perdu ma pensée. Il peut revenir donc sur... il peut intervenir sur le sujet, pardonnez-moi. Et puis, et il est toujours responsable. C'est-à-dire que le maire qui a délégué à des adjoints et des conseillers municipaux est toujours quand même responsable des domaines qu'il a délégués. Donc, effectivement, c'est pour ça que ce rapport de confiance doit aussi perdurer pendant tout le temps du mandat. Alors, petite précision qui intéresse quelques élus, quelques centaines d'élus, mais pas forcément tout le monde. Si vous avez beaucoup d'indemnités de fonction parce que plusieurs mandats, vous ne pouvez pas dépasser 8 434,85 €, vous voyez bien la précision, par mois. Bon, ça ne concerne pas tout le monde, nous allons y passer rapidement. Enfin, il y a un plafond d'indemnité. Alors, deuxième point important, la fiscalité. Je vous ai dit au début, donc, vos indemnités de fonction sont soumises à l'impôt sur le revenu, comme des traitements, comme des salaires, comme... Bon.
Donc, quelles sont les indemnités qui sont soumises? Toutes celles que peuvent vous verser les communes, les intercommunalités. Donc, dans les intercommunalités, vous avez les communautés, vous avez les syndicats, vous avez les SEM, vous avez les sociétés publiques locales, vous avez le SDIS. Voilà. Et donc, puisque vos indemnités de fonction sont imposables comme tous les autres salaires et traitements de France et de Navarre, vous avez donc un prélèvement à la source. Voilà. Alors, le prélèvement à la source, c'est à peu près les mêmes critères et les mêmes calculs que le reste de la population, mais vous avez, nous sommes là aussi battus pour que vous ayez des abattements spécifiques. En tant qu'élu local, nous avons donc estimé, et après une assez grosse bataille, nous avons obtenu que, effectivement, les indemnités de fonction, en fait, ces indemnités de fonction, si on essaye de les caractériser, c'est à la fois un remboursement de frais que vous allez utiliser, si j'ose dire, c'est-à-dire vous allez utiliser votre voiture, vous allez utiliser votre téléphone, vous allez utiliser des tas de choses. Donc, c'est un espèce de remboursement de frais forfaitaire. Et puis, c'est aussi une compensation de perte de revenus pour ceux qui prennent des autorisations d'absence ou des crédits d'heures, vous voyez tout à l'heure, et qui du coup voient leur salaire ou leur traitement amputé d'autant, des heures qu'ils ont prises pour la gestion de la commune ou de l'interco. Alors, là, c'est là où je veux que vous reteniez, que vous voyez dans quelle case vous vous situez, parce que chaque élu, là maintenant à peu près toutes les désignations dans les intercos, etc. sont faites. Alors, c'est très simple. Si vous êtes, il y a deux solutions. Vous êtes dans une commune avec un mandat indemnisé de moins de 3500 habitants ou de plus de 3500 habitants. Ce n'est pas très compliqué. Donc ça, vous savez où vous êtes, si j'ose dire. Alors, je précise, taille de la commune, moins de 3500 habitants, à condition d'avoir un mandat indemnisé, c'est-à-dire maire, adjoint, conseiller municipal délégué. En dessous de 3500 habitants, que vous ayez un seul mandat dans cette petite commune ou plusieurs mandats, vous avez droit à un abattement fiscal par mois de 1 507 €. Donc, quand on vous calcule votre prélèvement à la source, alors bon, comme tout le monde, si j'ose dire, on prend votre indemnité de fonction, on enlève les cotisations sociales obligatoires, on enlève l'IRCANTEC, je crois que c'est à peu près tout, et on va vous enlever cet abattement fiscal. Donc, tous ceux qui ont une indemnité ou plusieurs indemnités qui se situent en dessous de 1507 ont donc une base imposable égale à 0. Et donc, il n'y a pas de prélèvement à la source. Ou, enfin, si vous voulez, il y en a un, mais le prélèvement à la source est égal à 0. Si vous êtes au-dessus de 3500 habitants, alors là, deux solutions. C'était un peu les mêmes règles avant de la fiscalité des élus, qui était déjà un peu particulière, avant le prélèvement à la source. Donc, si vous avez un seul mandat, dans une commune de plus de 3005, vous avez un abattement fiscal qui vous est appliqué tous les mois, c'est des abattements par mois, ça, 661 € par mois. Là encore, si vous avez une indemnité qui est moindre, c'est simple, votre indemnité est moindre, la base imposable est égale à 0, le prélèvement à la source est égal à 0. Et si vous avez plusieurs mandats, vous avez 991 €. Et ces 991 €, quand vous avez plusieurs mandats, donc si vous êtes en dessous de 3005, vous avez 1507 €. Si vous avez plus de 3005, vous avez 991 €. Il va falloir tout simplement les répartir sur les différentes indemnités de fonction. On appelle ça, un terme barbare, on appelle ça d'un terme barbare la proratisation. Les appareils sont très sensibles et ça bouge tout le temps. La proratisation, c'est une répartition tout simplement de ces sommes sur vos différentes indemnités de fonction. Si vous avez deux indemnités de fonction,
En dessous de 3500 habitants, vous diviserez par 2 ce 1507 et la moitié de cet abattement figurera sur chacune des 2 indemnités. Alors, je vais vous donner une référence. Et puis là-dessus, je vais m'arrêter et vous lirez la note que vous avez peut-être déjà eue par l'association départementale d'ailleurs, qui est une note qu'on a faite récemment, qui s'appelle « Prélèvement à la source, le comprendre et vérifier son montant », parce qu'il faut que les élus, effectivement, vérifient. C'est une note qui a le numéro BW 40 344, qui est sur le site de l'Association des maires de France, que nous avons transmise aux éditeurs de logiciels, aux associations départementales de maires, évidemment, pour qu'elles vous le retransmettent aussi. On a fait des articles, on essaye de la répandre au maximum parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'erreurs. Si votre prélèvement à la source n'est pas correctement fait, si on ne vous donne pas droit, si le logiciel, par exemple, ne vous donne pas droit à l'abattement fiscal auquel vous avez droit, non seulement votre prélèvement à la source, alors soit vous pourrez être lésé, ce qui serait quand même tout à fait dommage, soit vous pourrez ne pas correctement, enfin cet abattement fiscal ne serait pas correctement appliqué et là on pourrait vous accuser de fraude fiscale. Voilà, donc vous avez le choix entre être lésé ou faire à votre insu de la fraude fiscale. Donc il faut éviter tout ça. Il faut donc que vos prélèvements à la source mensuels soient parfaitement faits et surtout, il faut qu'ils soient parfaitement faits parce que sinon, c'est votre déclaration de revenus qui va être fausse. C'est-à-dire que c'est le montant des indemnités de fonction que vous percevez qui vont quand même figurer dans la déclaration de revenus et qui ne seront pas bons. Donc là, après, ça entraîne des conséquences fiscales tout à fait désagréables, des régularisations qui deviennent absolument infernales à faire. Et donc, pour votre sécurité, votre tranquillité, vous avez cette note. Donc, on a essayé de rendre la plus claire possible. Il y a des exemples. Elle s'appelle donc le prélèvement à la source, le comprendre et vérifier son montant. Lisez cela. Et ensuite, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour vous expliquer ça sur votre cas à vous précis. Voilà, n'hésitez pas. Pour le 41, on l'a mis sur notre site internet, mais on va vous la renvoyer. Ça sera toujours suite à cette réunion, ça vous permettra d'être en alerte sur ce point. Mais elle est sur notre site depuis le mois d'octobre. Mais on va vous la renvoyer dans chaque collectivité. Voilà. Et aussi, en précision, l'AMF, c'est toujours une note très bien faite en amont des déclarations d'impôts. Donc, on la renvoie à chaque fois dans toutes les communes. On la remet sur notre site pour que tous les élus puissent bien la voir et puis la diffuser à tous les élus indemnisés de chaque collectivité. Voilà. Ça concerne effectivement tous les élus indemnisés. C'est-à-dire que l'abattement fiscal, là, ça concerne les maires, les adjoints, les conseillers municipaux qui perçoivent une indemnité. Hein. Il faut bien savoir, souvent, on avait l'impression que ce qu'on faisait, et les notes fiscales qu'on fait tous les ans d'ailleurs, comme Caroline vient de le dire, étaient juste applicables aux maires. Pas du tout. Ces notes fiscales, elles sont faites pour l'ensemble des élus qui perçoivent une indemnité de fonction. Je passe maintenant la parole à Myriam sur la protection des élus. Alors, je remets le PowerPoint. Est-ce que ça c'est encore des faits? Tout va bien. Sur la protection, et voilà. Alors, la protection des élus, il existe 4 niveaux de protection. Donc, on va les aborder successivement. Tout d'abord, la protection sociale des élus, qui est assurée par le régime général de la sécurité sociale. Alors, c'est bon. La prise en charge des accidents, qui est assurée par la commune ou le PCI. La protection juridique des élus, qui est à la charge de la commune ou le PCI également. Et enfin, on verra l'assurance personnelle des élus qui est prise en charge par les élus eux-mêmes. Alors, la loi prévoit l'obligation pour tous les élus des communes, des communautés et des métropoles de s'affilier au régime général de la sécurité sociale en qualité d'élus. Ceci permet aux élus dépourvus d'une protection sociale en propre d'être couverts à minima. On ne vous cache pas qu'effectivement, le formulaire qui vous permet de vous affilier
a créé, j'ai envie de dire, de nombreuses difficultés. On en est vraiment conscient. Parce que le formulaire, si vous avez fait la démarche, et je l'espère que vous l'avez faite, s'intitule « Demande de mutation ». Il s'appelle « Demande de mutation » alors que l'affiliation des élus n'a pas vocation à se substituer à votre régime de protection sociale principale. On ne désespère pas de faire modifier rapidement ce document, mais c'est vrai qu'en l'état, ça a créé pas mal de questions, d'interrogations. Mais il n'y a pas d'erreur, il s'appelle demande de mutation, mais il faut le remplir quand même. Mais il faut rayer mutation. Mais il faut rayer, ouais, nous, le petit conseil qu'on a donné aux élus, c'était de rayer le mot mutation. Si vous avez encore si vous ne l'avez pas encore fait, remplissez le document, vous rayez mutation, vous écrivez à côté affiliation, sécurité sociale, nouvel élu, par exemple, et vous remplissez le document. Vous pouvez toujours nous appeler pour vous accompagner naturellement, mais voilà, ce sera plus simple et puis ça clarifiera pour chacun la procédure. Alors, s'agissant des élus qui paient des cotisations sociales, parce que certains sont assujettis aux cotisations, il y a deux catégories d'élus, ceux qui perçoivent des indemnités de fonction brutes, seules ou cumulées, supérieures à 1 714 € brut par mois en 2020. Et s'agissant des élus qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat dont j'avais parlé tout à l'heure, à l'exception des fonctionnaires en détachement, leurs indemnités donc, seront soumises à cotisation sociale. Donc là, on a fait le point sur la protection sociale des élus. On passe assez rapidement, c'est vrai, mais on va aborder la prise en charge des accidents. Donc, la deuxième catégorie de protection des élus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commune ou le PCI est responsable de plein droit des dommages corporels ou accidentels subis dans le cadre de l'exercice du mandat par les élus. En général, la collectivité souscrit une assurance pour cela, mais sa responsabilité peut être atténuée ou exonérée si l'élu commet une faute, une imprudence ou une maladresse. Grosso modo, il y a un point très important à souligner s'agissant de qui et comment la prise en charge des accidents va être, enfin, pour qui et comment la prise en charge des accidents va être réalisée. En effet, s'agissant des maires, des adjoints et des conseillers municipaux délégués, la couverture va être très large, puisque en gros, on va les couvrir dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, s'agissant de la couverture des accidents, donc des conseillers municipaux, elle sera plus limitée. Elle sera d'ailleurs limitée à leur participation à certaines réunions spécifiques comme les séances du conseil municipal, la réunion des commissions, etc. Et elle va aussi concerner l'exécution d'un mandat spécial. Donc cette règle s'applique aussi aux communautés et aux métropoles. À noter, comme on l'a indiqué, que si l'élu est affilié donc, au régime général de la sécurité sociale en qualité d'élu, c'est la sécurité sociale qui remboursera les frais médicaux, d'où l'importance de s'affilier. Alors, le troisième point de protection des élus, qui est un point très important, c'est la protection juridique des élus. Protection d'ailleurs par la commune avec une obligation d'assurance depuis la loi engagement et proximité de décembre 2019 puisque les communes sont tenues de souscrire un contrat d'assurance à ce titre. La protection juridique, on va dire qu'elle se décline en deux volets grosso modo. Tout d'abord, il s'agit de la protection juridique contre la mise en cause des élus en cas de poursuite judiciaire. Cette protection, donc, elle va concerner le maire, l'élu, le suppléant, ou ont reçu délégation, y compris après la cession des fonctions. La commune, grosso modo, donc, en cas de poursuite judiciaire qui va mettre en cause les élus, ils seront protégés par la commune ou par le PCI si c'est dans ce cadre-là. À noter que ce qu'on appelle protection des élus pour faute commise dans l'exercice du mandat, il s'agit d'une faute de service ou d'une faute personnelle non détachable de la... Non, c'est à l'exception des... Je suis en train de... À l'exception des fautes de service ou des fautes personnelles non détachables de la fonction. Le deuxième volet, qui est quand même bien d'actualité, malheureusement, c'est la protection par la commune contre des violences et outrages subis par l'élu et sa famille. À nouveau, la commune
où le PCI est tenu de protéger ces mêmes élus et leurs familles contre ces violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes lors de l'exercice des fonctions, mais également en raison tout simplement de leurs fonctions. La collectivité va réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. Mais donc, bien noter cette obligation désormais de souscrire un contrat d'assurance à ce titre. Enfin, l'assurance personnelle des élus. Est-il donc recommandé, au regard de toute cette protection juridique, toutes ces obligations incombant aux communes, est-il recommandé à l'élu de prendre une assurance personnelle? Nous, on vous dit tout simplement, c'est indispensable. C'est indispensable de prendre une assurance personnelle qui va être payée effectivement par les deniers propres des élus, mais qui va venir compléter l'assurance prise par la communauté ou le PCI. D'ailleurs, à ce titre, on recommande souvent de prendre une assurance personnelle qui soit pas forcément la même compagnie, police, voilà, que celle souscrite par la commune ou le PCI, afin vraiment d'avoir des polices d'assurance qui se complètent bien, quoi, qui se superposent et qui vous protègent complètement. Alors, pour la question, oui. Sur la question des assurances, on avait fait une note à tous les élus et on refera une session de sensibilisation dans le cadre des universités spécifiques sur les assurances. Donc, ça, tout à fait. Bon. Deuxième chose, Myriam, il y a une question qui était posée par un élu sur la question de l'affiliation au régime de sécu, mais si on est déjà au régime général, faut-il faire la déclaration? Oui, ça... Il faut l'affiliation, qu'on soit dans un régime, on soit déjà affilié au régime général, il faut la faire, sachant que ils vont être affiliés en tant qu'élus. Donc, ça va s'ajouter, ça ne va pas se substituer, ça va être un complément, le temps du mandat, une affiliation en tant qu'élu, sachant que, imaginons que vous ayez un accident, je prends un exemple, en vous rendant à un conseil municipal, un accident de trajet, la sécurité sociale, on va dire classique, qui vous couvre à titre personnel, à titre professionnel, va dire « Ah non, j'interviens pas, ce n'est pas arrivé dans le cadre de votre vie quotidienne, c'était dans un cadre particulier. » Et c'est arrivé, nous, on a eu ce retour d'expérience d'un élu qui avait eu ce type d'accident. Et heureusement, il avait fait son affiliation parce qu'il a pu justement faire jouer, dire « Ah oui, moi, j'étais affilié en tant qu'élu. » Et là, il a pu avoir cette couverture des frais médicaux. Mais s'il ne l'avait pas fait, il se serait retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. Et ça aurait été dommage. Alors, et l'élu demande, si oui, est-ce à l'élu de le faire ou à la secrétaire de mairie? C'est bien d'aller. D'ailleurs, on avait bien envoyé en début de mandat une note où on avait, que l'AMF avait fait d'ailleurs, très bien faite. On a relayé et en disant bien aux élus de tous s'affilier. On avait quelques élus qui nous avaient en effet interrogé sur le point que vous avez soulevé tout à l'heure, qui avaient peur en effet d'être radiés ou d'avoir une mutation de régime. Donc voilà, donc c'est bien un document qui a été envoyé et c'est bien à l'élu de le faire. Je vous laisse confirmer, mais là-dessus, pas de doute. Oui, c'est à l'élu de le faire. La plupart du temps, c'est vrai que certaines secrétaires de mairie peuvent le faire de manière globale pour s'assurer que tous les membres du conseil municipal sont affiliés. Néanmoins, c'est à chacun de le faire. Merci pour ces précisions. Je vous en prie. Je lis la question qui vient d'arriver. Oui. Je me permets. Bonjour, mon assurance, donc perso propose un contrat me couvrant un autre aussi les adjoints. Tout le conseil municipal. Peu de différence, mais cela m'étonne un peu de payer moi-même l'assurance des adjoints et du conseil municipal, même si je suis prêt à le faire. C'est son assurance personnelle? Alors, c'est son assurance personnelle, oui. L'assurance personnelle propose un contrat, donc le couvrant en tant que maire, plus un autre pour les adjoints, un troisième pour tout le conseil municipal. Moi, je pense qu'il y a un mélange au niveau des polices d'assurance. Oui, il y a un mélange. Il y a un mélange. En fait, en tant que maire, vous devez même d'ailleurs, dans votre contrat d'assurance, préciser à qui vous avez donné délégation. Donc, que vous ayez un contrat, mais alors un seul quand même, qui soit pour vous et vos adjoints et éventuellement vos conseillers délégués si vous en avez. Mais
votre contrat de maire qui couvre tout le conseil municipal, ça, c'est juste pas possible. Là, il y a un petit souci. C'est le maire de Chaumont. Je vous conseille de nous saisir à l'association des maires, de nous envoyer votre contrat. Oui. On regardera. Oui. On fera le point avec les services de Paris, mais je vous conseille de nous faire suivre à comprendre quoi que ce soit. Je vous disais que vous étiez responsable, vous les maires, quand vous déléguez. C'est pour ça qu'effectivement, dans vos contrats d'assurance, on vous demande de vous mettre vous, bien sûr, et puis ceux à qui vous avez délégué des fonctions. Ouais. Ça, c'est normal. Mais tout le conseil municipal, non. Là, il y a de l'abus. Ouais. Il y a de l'abus. Une autre question qui arrivait, j'ai cru, non? Non. C'est une... Ah oui, alors on ne dénonce pas la, la mutuelle qui a proposé ça. Non, je vais quand même en dénoncer une autre, hein, si Myriam me permet. Allez. Hein, parce que c'est important, parce que vous êtes peut-être en zone, certains d'entre vous sont agriculteurs. En fait, nous avons, avec cette histoire de protection, d'affiliation des élus à la sécurité sociale, qui n'est pas vraiment complètement faite pour la spécificité des élus, mais on continue à se battre là-dessus. Nous avons des soucis avec les élus ont des soucis, et du coup, nous, avec des régimes qui sont également des régimes de sécurité sociale. Je pense à la MSA et je pense à la MGEN, si je prends ces deux grands régimes. Évidemment, c'est des régimes, si j'ose dire, qui sont à la fois sécurité sociale et mutuelle. Et du coup, dans les merveilles de l'administration, quand vous avez rempli votre demande de mutation, vous n'avez même pas rayé mutation, mais dit demande d'affiliation en tant qu'élu local, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, tiens, ils s'affilient à la sécurité sociale et hop, la MSA vous radie. Alors, on a saisi les dirigeants de la MSA pour dire que c'était inadmissible. On va saisir la MGEN de la même façon. On va leur expliquer que ça n'est pas possible. Et depuis quelques jours, je suis pas à pas, jour après jour, le cas d'un couple d'agriculteurs dont le mari est maire, dans ses démarches d'affiliation, dans ses démarches vis-à-vis de la MSA. Et je m'en sers d'exemple pour montrer que, en fait, ça n'est pas parce que ce monsieur maire agriculteur s'est affilié en tant qu'élu à la sécurité sociale, ce qui est une obligation, qu'il doit perdre son régime MSA. C'est compliqué, mais enfin là j'ai un cas bien précis, je dialogue avec le couple, enfin surtout la femme du maire d'ailleurs à peu près tous les 2 jours, nous suivons pas à pas la procédure et nous y arriverons. Mais donc soyez un peu, surtout si ça vous arrive, c'est-à-dire que si la MSA tout d'un coup vous radie, il faut alerter l'AD, il faut alerter l'AMF, enfin l'AD nous alertera, et nous demandons à avoir au sein de la MSA en particulier, à la direction générale, un contact qui nous remette ces cas d'équerre, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'on puisse tordre le cou à ces logiciels qui, voyant que vous vous êtes affilié à la sécurité sociale, vous radie automatiquement de votre régime, ce qui n'est pas normal. Voilà. C'est ce que je voulais dire quand vous avez ce genre de soucis, mais ça nous arrive régulièrement avec des impôts, avec régime de sécu, régime de retraite, quoi que ce soit. Surtout, n'hésitez pas à nous alerter. Quand on peut, on fait en direct, on voit avec l'AMF s'il y a besoin. Donc voilà, surtout ne restez pas avec des interrogations à ce niveau-là, au niveau des assurances ou autres. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin qu'on étudie votre dossier et qu'on vérifie que tout est bien. Ok, alors on va continuer avec l'accompagnement financier de l'État, parce que oui, l'État accompagne financièrement certaines communes, et notamment les plus petites, pour les aider justement à supporter toutes les dépenses qu'elles doivent engager au titre des dispositifs tels que les indemnités, la formation des élus, donc, qui peuvent être une charge dans le budget communal et dont on entend souvent parler en disant non, on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez. Alors, il y a différents dispositifs financiers. Tout d'abord, la dotation particulière élu local, normalement qui a été versée en tout cas pour 2020. Et il y a d'autres aides financières spécifiques, j'y reviendrai tout à l'heure. S'agissant donc de la dotation particulière élu local. Donc, cette dotation,
être versés selon certains critères. Tout d'abord, en métropole, là, de toute façon, je m'adresse à des élus de métropole, ce sera des communes donc, ayant une population inférieure, population recensée inférieure à 1000 habitants, et ayant un faible potentiel financier, grosso modo. Parce que les critères sont un petit peu plus compliqués, complexes à énoncer, mais c'est les deux critères cumulatifs à respecter. Les communes éligibles, donc cette année d'ailleurs, il y a eu 3 strates on va dire pour les communes qui sont potentiellement éligibles et 3 montants de dotation pour 2020 avec une revalorisation donc conséquente pour les communes inférieures à 200 habitants. Puisque vous voyez dans le tableau que la dotation était de 6 066 € pour les communes de 200 à 500 éligibles, 4 550 € et enfin pour les autres 3 033 €. La question qui revenait souvent, c'est qui verse, comment ça se verse, quel dossier je remplis pour bénéficier de la dotation. Donc, effectivement, si vous êtes éligible, la dotation est automatiquement versée par l'État. Normalement, ça a été, il me semble, versé, enfin, ça doit avoir été fait en tout cas à l'été ou en tout cas, voilà, au plus tard. Sur les autres aides financières spécifiques, il y en a 2 sur lesquelles on souhaitait vraiment insister, c'est-à-dire tout d'abord la participation au remboursement des frais d'aide à la personne engagée par les élus municipaux ou intercommunaux pour assister aux réunions communales ou intercommunales. Il s'agit plus concrètement des frais de garde d'enfants de moins de 16 ans ou des frais pour l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnel à domicile. Lorsque les élus doivent se rendre à une réunion et doivent engager des frais de garde d'enfants, par exemple, et bien, désormais, il y aura un remboursement obligatoire de la part des communes, mais surtout, ce remboursement sera pour les communes de moins de 3 500 habitants, en partie, on va dire, remboursé en fonction des conditions qui sont fixées par décret. Et voilà, l'État va rembourser une partie de ces frais de garde. S'agissant de la souscription obligatoire des contrats d'assurance de protection juridique des élus dont j'ai parlé précédemment, donc souscription obligatoire depuis la loi Engagement et Proximité de 2019, à nouveau, il va y avoir une aide financière qui va être versée par l'État, une aide financière d'ailleurs unique, c'est-à-dire commune aux 2 contrats d'assurance, donc c'est-à-dire la protection contre les poursuites judiciaires d'une part et la protection contre les outrages, les menaces, outrages voilà, des élus. Il y a un barème qui a été fixé par décret et donc ça fera l'objet d'un versement unique. À nouveau, seules les communes de moins de 3 500 habitants sont éligibles à ces 2 participations financières de l'État. Pour plus de simplicité, d'ailleurs, l'État versera automatiquement une somme qui est donc forfaitaire et fixée en fonction de la strate de population. En fonction de la strate de population, oui. Sans que vous ayez besoin de lui envoyer la copie des contrats d'assurance que vous avez pris. Heureusement. Voilà. Donc, il y aura une petite somme parce que ça commence à 71 € pour les communes les plus petites, donc ce n'est pas énorme. Mais enfin, c'est une participation à ces contrats d'assurance et elle vous est versée automatiquement. On fait référence au décret. À nouveau, je vous incite à aller pour vraiment plus de précision et de compléments, voir notre brochure qui va vous donner les montants en fonction des strates de population, histoire que vous n'ayez pas à aller rechercher le décret, et qui vous apportera, puisqu'on ne peut pas tout aborder dans cette session, les autres frais qui font l'objet de remboursement par la commune. Les frais d'exécution d'un mandat spécial, enfin, les frais de déplacement, etc., les conditions de mise en œuvre de ces remboursements. Il y a une question sur les frais de garde. Je la lis. Pour les frais de garde, la commune doit-elle prendre une délibération? Et si oui, doit-elle fixer les justificatifs à fournir de la part des élus? Ah oui, grosse question.
Alors, je vais vous répondre vraiment en bref parce que c'est très précis. Effectivement, il y a une obligation. La délibération, elle doit être… les modalités de remboursement sont obligatoirement fixées par délibération quand c'est municipal. Ça, c'est sûr. La délibération, pour vous répondre, doit déterminer les pièces justificatives visant à s'assurer que les aides financières n'excèdent pas le montant de la prestation. En fait, il faut vraiment que ce soit un remboursement à l'euro. Il faut même tenir compte des impôts, des crédits d'impôt qui peuvent être pris. Enfin, voilà, c'est assez complexe. Dans la brochure, on vous indique un petit peu tout ce que le décret et l'arrêté d'ailleurs qui avait apporté des précisions, tout ce que la délibération doit lister, mais ce n'est pas forcément évident et ça doit faire l'objet d'une délibération. Faites-le en fonction des élus peut-être pour les frais de garde parce que ce n'est pas forcément évident d'imposer certaines pièces justificatives qui ne vont pas pouvoir vous être données parce qu'elles sont trop théorique, quoi. Il faut vraiment que ce soit concret. Donc, regardez dans notre brochure en page 62, on vous a donné un certain nombre d'exemples de pièces et de documents à prévoir dans la délibération. Il y a d'autres questions sur ces éléments? Alors, il y a un maire ou une mère, pardonnez-moi, je ne sais pas, qui disait pour info, il me semble que la MGEN a été absorbée par le régime général depuis cette année. Alors, nous allons vérifier, merci infiniment, nous allons vérifier ce point. Parce que je ne sais pas si on a beaucoup de questions sur la MGEN depuis ces derniers mois. Non, c'était la MSA qui gagnait. C'est la MSA qui pose problème. Voilà. Donc, peut-être que la MGEN, ce serait en cours de solution et ce serait parfait pour les élus. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, attendez, on va passer peut-être à la retraite. Hein. Je vais faire vite, mais si vous êtes encore un tout petit peu patient avec nous. Alors, je vais enlever ce masque parce que c'est affreux. Ah, oui, parce qu'on met… Alors, pour info, on met un masque parce qu'on est dans le même bureau. C'est pas qu'on est… Donc, voilà, c'est principe, règle barrière jusqu'au bout. Donc, après de très, très longues années de mandat et de très longues années heureuses de mandat, vous déciderez peut-être à prendre votre retraite d'élu, qui, je le rappelle, n'a rien à voir avec la retraite que vous pouvez déjà avoir prise sur le plan professionnel. Et donc, là, vous avez donc pendant tout votre mandat, tous vos mandats, cotisé à l'IRCANTEC. Bien, donc vous aurez une petite retraite IRCANTEC. Pour ceux qui ont donc cotisé pour les actifs, alors là, pour le coup, ceux qui étaient en activité professionnelle et qui ont cotisé au régime général de la sécurité sociale, vous aurez une part de régime de retraite de la sécurité sociale. Là, je fais une petite précision qui va beaucoup attrister les actuels retraités à titre professionnel qui sont obligés de cotiser à la sécurité sociale en tant qu'élus. Là, vous participez à la bonne santé financière du régime général de sécurité sociale, mais vous n'aurez rien en retour. Ça, c'est clair et net. Quand vous cotisez à la sécurité sociale, en tant qu'élu, donc soit vous avez plus de 1 714 € par mois, soit vous avez cessé votre activité professionnelle pour l'exercice du mandat, vous avez donc payé des cotisations de sécurité sociale. Si vous êtes donc actif, vous aurez une partie de retraite du régime général de sécurité sociale. Les retraités qui sont obligés de cotiser au régime général de sécurité sociale ne percevront rien en termes de retraite, soyons clairs. Et vous aurez donc un troisième niveau de retraite que je vous encourage vivement à prendre dès maintenant, parce que ce sont des décisions de début de mandat, c'est de prendre un régime de retraite supplémentaire. C'est facultatif, ça a été créé en 1992
Et vous avez deux régimes de retraite, deux organismes. L'un qui s'appelle FONPEL, qui a été créé par l'Association des maires de France en 1992, ou 13, peu importe, tout de suite, et un autre régime qui s'appelle CAREL. Vous me permettrez de ne parler que de FONPEL. Je vous encourage vivement à venir chercher sur la brochure ou taper FONPEL sur un site internet, regarder les caractéristiques de ce que ça peut vous apporter et surtout faire une simulation. C'est très simple. Vous avez un mail, vous envoyez le montant de vos indemnités de fonction, 1, 2, 3, suivant ce que vous percevez, et ils vous feront des simulations. Ils feront des simulations à partir du choix que vous aurez opéré aussi, c'est-à-dire que si vous décidez de prendre un régime de retraite par rente supplémentaire, et particulièrement FONPEL. Bien. Cette décision, elle vous appartient. C'est une décision qui appartient à tous les élus qui perçoivent une indemnité de fonction. Et la décision qui est prise par tous les élus qui perçoivent une indemnité de fonction de prendre ce régime de retraite supplémentaire, destiné là encore à compenser toutes les pertes financières que vous aurez pu subir pendant votre mandat, soyons clairs, c'est fait pour ça. La décision, vous allez la prendre et vous allez ensuite choisir le montant de votre cotisation. C'est-à-dire que vous avez le choix entre 4%, 6% ou 8% sur le montant de vos indemnités de fonction. Dès l'instant où vous avez pris la décision de prendre ce régime de retraite supplémentaire, on va dire, par rente, vous avez choisi votre montant de cotisation, mettons 6%, c'est le montant médian, eh bien, la commune est obligée d'abonder au même montant. Si vous décidez 8%, elle abondera de 8% du montant de votre indemnité. Cet abondement par la commune, il se fait sans aucun débat au sein du conseil municipal. C'est quelque chose d'extrêmement important qui a été voté en 1992, pour que les élus puissent se constituer une petite retraite supplémentaire, mais sans que le conseil municipal, si j'ose dire, n'ait son mot à dire. C'est une façon de compenser tout ce que objectivement vous allez, entre guillemets, perdre. Bon, vous allez gagner infiniment, évidemment, à suivre votre mandat d'élu, mais financièrement, vous allez y perdre, il faut être clair, surtout si vous êtes actif, enfin si vous êtes en activité professionnelle. Et donc, ce régime de retraite a été créé pour vous. Vous prenez la décision s'impose à la commune, mais elle s'impose aussi à la communauté ou aux syndicats, que sais-je. Et en fait, elle est obligée d'abonder au même montant. Donc, c'est intéressant. Ça vaut le coup de faire des simulations, d'aller sur le site de FONPEL et de faire des simulations, de demander des simulations. Vous donnez juste le montant de vos indemnités de fonction. Vous précisez si vous voulez être une cotisation de 4, 6 ou 8%. Ils vous font des simulations et ensuite de quoi vous informez effectivement que vous allez prendre cette retraite. Ce sont des décisions de début de mandat. Après, on n'en parle plus. Et ce sont des décisions qui, en fait, concernent, il faut être clair, tous les élus qui perçoivent une indemnité de fonction. Donc, à un moment donné, si vous voulez, moi, je vous conseille, si ça n'a pas déjà été fait, l'adjoint aux finances, il passe voir tous les élus qui perçoivent une indemnité de fonction, il leur demande s'ils comptent prendre une retraite supplémentaire, hop, c'est intégré dans le budget, et on n'en parle plus. Pardonnez-moi d'être un peu raccourci comme ça, mais on a trop l'habitude que les élus, c'est très beau de leur part, se sacrifient finalement pour l'exercice du mandat. Le fait d'avoir à la fin de vos mandats une petite retraite supplémentaire n'est jamais qu'une compensation de ce que vous avez perdu en termes financiers. Mais vous aurez infiniment gagné à effectivement assumer ce très très beau mandat. Et donc, nous sommes là, association départementale ou AMF, pour vous aider
tout au long de ce mandat. N'hésitez pas et appelez-nous, mailez-nous et nous vous aiderons du mieux que nous pouvons. Donc, on a une petite question, Geneviève. Est-ce qu'on peut cumuler Fompel pour plusieurs mandats? Mais Bien sûr, bien sûr. si je peux me permettre, Caroline, on a un représentant de Fompel qui va expliquer peut-être tout ça. Très bien. Alors, le représentant de Fompel qu'on a Émeric Lafargue. Oui, bonjour à tous. Donc, merci à l'association pour l'organisation et l'animation de cette présentation sur le statut de l'élu. Donc, effectivement, je me présente, je suis Émeric Lafargue et j'interviens pour le compte de l'association Fompel dans le cadre de la distribution du régime de retraite pour les élus. Donc, la question était effectivement, est-ce qu'on peut cumuler plusieurs mandats? Et la réponse est oui. On peut faire autant d'adhésions que vous avez de mandats. Donc, Geneviève a bien expliqué effectivement les différentes lignes du dispositif. La cotisation au taux de 4%, 6% ou 8% de l'indemnité mensuelle brute avec un abondement identique de la collectivité. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Myriam ou Geneviève avant de passer à la présentation d'Émeric? Non? Si les élus présents ont des questions qui viennent au fur et à mesure, surtout ne pas hésiter à nous les transmettre et si on a besoin, on interprétera Geneviève et Myriam en complément et sinon on vous répondra directement au niveau de l'AD 41. Enfin, ou de l'AD du portal, j'imagine que c'est identique. Je me permets. Merci à vous. Et puis Merci à vous. Bonne journée. Désolée, Geneviève était en contre-jour. On a essayé d'améliorer, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Merci Myriam pour la qualité de vos explications. C'est gentil, merci. À bientôt. Au revoir. Un grand merci. Émeric? Oui. À vous. Donc, je vais vous présenter effectivement le support sur la présentation du régime de retraite. Alors, voyez-vous mon écran? Oui, c'est bon. Donc, sur le support, donc, comme je vous disais, j'interviens pour le compte de l'association Fompel dans le cadre de la distribution du régime de retraite supplémentaire pour les élus locaux. Et en fait, tout est parti effectivement d'une loi de 92 sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Et il y a une loi qui contient un volet sur la retraite des élus qui stipule que chaque élu local indemnisé a la possibilité de se constituer une retraite supplémentaire avec abondement de la collectivité, et ce, dès 55 ans. C'est donc l'AMF, comme l'expliquait Geneviève, qui a créé le régime de retraite supplémentaire pour répondre justement à ce droit octroyé aux élus. Et ce qu'il est très important de préciser, c'est que tous les élus locaux indemnisés peuvent bénéficier de cette retraite, que vous soyez maire, adjoint dans un EPCI, un conseil départemental ou régional, dès lors que vous percevez une indemnité, vous êtes éligible au dispositif. Que vous soyez même retraité en activité professionnelle, vous pouvez souscrire une adhésion, car cette retraite supplémentaire, elle est vraiment liée à votre mandat. Il s'agit en fait de valoriser votre engagement pour compenser l'éventuelle perte de revenus que vous pouvez avoir à la retraite. Parce qu'on sait très bien que le temps passé à la collectivité, c'est du temps en moins qui est passé à votre propre évolution professionnelle et ça peut générer potentiellement des pertes de revenus. Donc, il s'agit d'une démarche qui est facultative à adhésion individuelle. Donc, si vous avez plusieurs mandats, vous pouvez faire une adhésion par mandat, sachant que tous les élus locaux indemnisés sont éligibles à cette retraite. Elle vient en supplément de l'IRCANTEC, qui est la retraite obligatoire, et que vous percevez à l'issue de vos mandats électifs. Et c'est un régime par capitalisation, par opposition au système par répartition, et c'est-à-dire que les cotisations que vous allez accumuler serviront à financer votre propre retraite. Donc, les trois taux, comme expliqué, c'est 4%, 6% ou 8% de vos indemnités mensuelles brutes. Et vous avez également la possibilité de racheter des années antérieures de mandat. Donc, pour procéder à un rachat, il faut juste être indemnisé et en mandat dans la même collectivité. La spécificité du régime, c'est l'abondement de la collectivité.
Donc, vous cotisez par exemple au taux de 8%, la collectivité cotise également à même hauteur, donc au taux de 8%, et il n'y a pas de délibération de l'organe exécutif. C'est une dépense obligatoire qui est inscrite au Code général des collectivités territoriales, et bien entendu, le rachat est aussi concerné par cet abondement obligatoire. Donc, en adhérant, vous avez des avantages, puisque vous pouvez par exemple sécuriser votre capital, puisque si vous décédez pendant la période de cotisation, un ou plusieurs bénéficiaires de votre choix perçoivent un capital qui correspond à l'ensemble des sommes que vous avez cotisées, plus qu'aura mis de côté la collectivité, et les sommes sont revalorisées en fonction des performances techniques et financières du régime. Par ailleurs, les adhérents y bénéficient tous d'une garantie complémentaire en cas de décès, invalidité et interruption d'activité professionnelle qui sont liées au mandat. Et il existe également des cas de déblocage anticipé qui sont prévus par la loi, comme les fins de droit au chômage, le surendettement ou l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie. Le deuxième avantage, c'est qu'à la liquidation de votre retraite, vous percevez une rente à vie à partir de 55 ans. Et une fois que vous avez pris votre retraite, si vous décédez prématurément, un bénéficiaire percevra 100% de votre retraite jusqu'à l'âge théorique de votre 75e anniversaire. Donc, je m'explique. Si vous liquidez par exemple votre retraite à 65 ans et que vous décédez malheureusement à 66 ans, un bénéficiaire percevra 100% de votre retraite pendant 9 ans. Sachant que l'esprit de la loi, c'est bien sûr le versement d'une rente à vie. Et il y a quand même des cas particuliers avec possibilité d'avoir un versement unique pour les rentes de plus faible montant. Sachant que le capital est également revalorisé en fonction des performances techniques et financières du régime. Il s'agit enfin d'un régime de retraite en points, puisque toutes vos cotisations, elles sont transformées en points et la valeur du point va varier en fonction de l'âge. Donc, vous constituez votre rente qui est minimum et garantie au fur et à mesure que vous cotisez. Donc, la conséquence, elle se traduit par la sécurité du régime, qui est vraiment l'élément phare du dispositif, puisque votre rente ne peut pas diminuer. C'est interdit par la réglementation et c'est une obligation des contrats en points. Parce que c'est l'assureur en fait qui est porteur du risque et qui a l'obligation de faire face à ses engagements, c'est-à-dire bien sûr de payer les rentes et anticiper les futures rentes des cotisants. Donc, il a l'obligation de provisionner son régime. Donc, on considère que le régime est en bonne santé quand il est provisionné à plus de 110% de ses engagements et Fompel est à 126%. Donc, c'est vraiment un régime qui est pérenne en faveur de la protection de l'adhérent. Le second point, c'est la souplesse. Vous êtes acteur de votre contrat d'assurance et vous le faites évoluer selon votre situation professionnelle et personnelle. Par exemple, vous avez la possibilité d'étaler le paiement du rachat de cotisation antérieure sur toute la durée restante de votre mandat. Vous pouvez modifier votre taux de cotisation, voire le suspendre momentanément, et vous pouvez liquider votre retraite en cours de mandat à condition d'avoir au moins 55 ans et avoir cotisé pendant 3 ans. Donc, je vous parlais de la bonne santé du régime. Il y a quelques indicateurs qui sont communiqués aux adhérents et qui sont accessibles sur le site www.fompel.com. En phase de cotisation, vous recevez tous les ans un bulletin de situation de compte qui récapitule les cotisations enregistrées et la rente minimum qui est acquise. Et après la liquidation de votre retraite, vous recevez une attestation fiscale qui vous permet de déclarer vos rentes aux impôts, sachant que les rentes sont défiscalisées et l'exonération va de 50 à 70% selon l'âge de demande en retraite. Donc, on est sur un dispositif qui est géré par des élus, pour des élus, qui sont tous bénévoles, et l'objectif, c'est de servir des rentes qui sont régulièrement revalorisées. Nous avons également dématérialisé l'ensemble de nos outils. Il existe 2 espaces en ligne qui sont disponibles pour simplifier les démarches. Un espace adhérent qui permet aux élus d'adhérer en ligne, de gérer la vie de l'adhésion jusqu'à la retraite, et un espace qui est plutôt destiné aux collectivités, qui permet de simplifier les démarches administratives
procéder aux déclarations de cotisation, etc. Donc, en résumé, vous disposez d'un dispositif qui valorise votre engagement et qui peut compenser une éventuelle perte de revenus à la retraite. Vous bénéficiez de l'abondement de la collectivité. Donc, je vous le rappelle, vous cotisez au taux de 4%, 6% ou 8% de votre indemnité mensuelle brute et la collectivité va automatiquement doubler le montant de votre cotisation. Et vous avez une équipe qui est à votre disposition, dont les coordonnées s'affichent sur l'écran, qui vous permettent d'adhérer, de demander de l'information et, comme l'expliquait Geneviève, de demander également des estimations de retraite, puisqu'il est toujours bien d'avoir des éléments chiffrés avant de prendre une décision. Voilà, je suis à votre disposition si besoin. Oui, et Fompel est régulièrement sur nos congrès, dans notre espace partenaire, sur nos salons des partenaires. Voilà, donc c'est vrai que vous pouvez, si vous avez besoin de questions, vous pouvez nous, et que vous n'avez pas eu le temps de noter les coordonnées, vous pouvez revenir vers nous, on vous les donnera. Et sinon, régulièrement à nos congrès, ils sont présents sur le salon des partenaires pour vous accompagner et répondre à vos questions si besoin est.